Alors Bertrand, la France est-elle à ce point en mauvaise position en Afrique, dans ses anciennes possessions, je veux dire, pour se sentir dans l'obligation de s'appuyer sur le Maroc afin de s'y ancrer désormais diplomatiquement et économiquement? D'abord parce que je crois que le vrai fondement de cette réconciliation franco-marocaine est à trouver dans l'économie. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que le Maroc, c'est très spécial. La France est le premier investisseur étranger au Maroc. Au point de ne plus en avoir besoin, parce que on a vu, notamment dans le domaine bancaire, un grand remplacement, pour utiliser des expressions connotées. Les banques françaises ont été totalement remplacées par les sociétés d'assurance marocaines. Et à ce jeu-là, à un moment donné, elles pourront également, les capitaux marocains, purement marocains, pourront prendre le dessus et assujettir les capitaux français, même dans le domaine du capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, on voit le Maroc comme finalement un petit frère dans le domaine de la compétition économique mondiale, mais il peut s'affranchir tout au moins sur le territoire africain. السلام عليكم متابعي قناة الإمبراطورية المغرب. نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا في أحسن الأحوال. إخواني خليكم مع الفيديو وابتقوا بعد نهايته. La France et l'Europe peuvent-elles vraiment renouveler leurs relations avec le Maghreb et l'Afrique et construire les bases d'un avenir partagé? Si l'on voit le verre à moitié plein, on voit les complémentarités. D'un côté, un continent plein de ressources naturelles stratégiques pour la mondialisation et la transition énergétique, un continent jeune aussi, dont les nouvelles générations seront forcément une force de travail convoitée par la vieille Europe et la vieille Asie dans les décennies à venir. Et de l'autre côté, des pays riches, aux marchés convoités, au système éducatif performant et aux structures étatiques puissantes. Mais on peut aussi voir le verre à moitié vide, les rancœurs postcoloniales d'un côté et la montée des idéologies racistes et suprémacistes de l'autre. Bref, le fameux choc des civilisations. La visite d'Emmanuel Macron, qui se veut historique au Maroc, est en tout cas un test à cet égard. De quel côté va pencher la balance? De ce sujet, mais également des enjeux de l'élection présidentielle à venir aux États-Unis, je vais parler avec le politiste Bertrand Badi, professeur émérite à Sciences Po, dans le cadre de sa chronique bimensuelle « Le monde n'a pas de centre » sur le média. Alors évoquons désormais notre premier sujet, un véritable discours-programme. C'est ainsi qu'on peut résumer, n'est-ce pas, l'allocution d'Emmanuel Macron devant le Parlement du Royaume marocain le 29 octobre dernier. Le locataire de l'Élysée proposait un partenariat d'exception et un nouveau cadre stratégique à une nation qui était jadis, un protectorat français, un nouveau cadre stratégique s'élargissant à l'Afrique et à l'Europe. Paris voudrait-il passer par Rabat pour reconquérir un continent jadis conquis, aujourd'hui presque perdu? En tout cas, Emmanuel Macron s'est exprimé sur un sujet qui divise le Maroc et son voisin algérien, au prix de quelques coups de canif portés au droit international. Le sujet, c'est la marocanité du Sahara occidental. Alors Bertrand, la France est-elle à ce point en mauvaise position en Afrique, dans ses anciennes possessions, je veux dire, pour se sentir dans l'obligation de s'appuyer sur le Maroc afin de s'y ancrer désormais diplomatiquement et économiquement? Alors, il y a plusieurs éléments et il ne faut surtout pas les confondre. On a un peu tendance à mettre tout ça dans le même tiroir, mais ce sont des éléments qu'il faut distinguer analytiquement. La crise africaine de la France, elle est aujourd'hui extrêmement forte. Je dirais que nous vivons peut-être la seconde décolonisation en Afrique. C'est-à-dire au-delà de la création des États et de ces indépendances formelles qui ont marqué pour l'essentiel le début des années 60, on voit que ce qui est venu derrière, ce postcolonialisme, cette France-Afrique, se sont totalement effondrés. C'est-à-dire qu'il ne reste pratiquement plus rien. En termes d'État, on trouverait peut-être encore la Côte d'Ivoire, pour combien de temps d'ailleurs, peut-être le Bénin, tout ceci. Un peu le Cameroun. Un peu le Cameroun, mais bon, c'est voilà le début aussi. de la fin. Je ne veux pas jouer les sorciers, mais pour l'instant, on est vraiment dans le trait temporaire. Hein. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi ça s'est effondré? Et ça s'est effondré parce que nous avons aujourd'hui affaire à une population africaine qui ne ressemble pas du tout à ce qu'elle était au moment des indépendances formelles. Moi, j'étais très frappé quand j'allais en Afrique à la fin du siècle dernier de trouver des opinions publiques où se mêlaient
mimétisme et tiers-mondisme. Mimétisme, c'est ceux qui voulaient à tout prix ressembler à l'ancienne puissance coloniale. Cette génération-là n'accepte plus ce post-colonialisme qui était incarné par des gens qui, vus de Paris, paraissaient de grands démocrates, comme par exemple Bazoum, renversé par un coup d'État militaire, ou Kaboré au Burkina Faso. Je ne suis pas sûr que ce qui se passe dans les relations bilatérales entre la France et le Maroc soit un prolongement de ce phénomène ou même un palliatif. Alors peut-être que dans l'esprit de certains, c'est une façon de remettre un orteil en Afrique, seulement il faut faire très attention. Il faut faire très attention, d'abord parce que je crois que le vrai fondement de cette réconciliation franco-marocaine est à trouver dans l'économie. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier que le Maroc, c'est très spécial. La France est le premier investisseur étranger au Maroc. Le premier en termes d'IDE, d'investissement direct à l'étranger. La France est le second partenaire commercial du Maroc. Il y a un tissu de coopération économique et sociale de toute nature que je ne commenterai pas. Et un entremêlement de l'élite. Et voilà, des élites. Exactement. Ce qui n'existe probablement, en tous les cas à ce niveau, avec aucun autre pays du Maghreb et de l'Afrique en général. Donc c'est ça qui renaît. En quelque sorte, il y a eu un temps de tétanie. Cette tétanie, elle avait deux facteurs, deux explications. D'une part, la question des visas et donc de l'immigration. D'autre part, la question du Sahara. Ces deux fils ont été renoués, mais je dis attention. L'un et l'autre sont totalement piégés. Et c'est la raison pour laquelle je regarde ça avec une distance un peu sceptique. Comment peut-on imaginer que la question migratoire entre la France et le Maroc ne va pas renaître dans un contexte où la migration est la marchandise électorale la préférée des partis politiques, et notamment des partis politiques de droite. On va sortir une nouvelle loi sur l'immigration et les Marocains croient qu'ils vont être libérés de ce... On va en reparler, Bertrand, mais Aimé Césaire disait « Pitié pour nos vainqueurs, omniscients et naïfs ». Est-ce que finalement le Maroc ne va pas profiter de l'état de faiblesse de la France pour faire avancer ses pions en Afrique au point de ne plus en avoir besoin, parce que on a vu, notamment dans le domaine bancaire, un grand remplacement, pour utiliser des expressions connotées. Les banques françaises ont été totalement remplacées par les sociétés d'assurance marocaines, et à ce jeu-là, à un moment donné, elles pourront également, les capitaux marocains, purement marocains, pourront prendre le dessus et assujettir les capitaux français, même dans le domaine du capitalisme. Parce qu'aujourd'hui, on voit le Maroc comme finalement un petit frère dans le domaine de la compétition économique mondiale, mais il peut s'affranchir tout au moins sur le territoire africain. Oui, alors c'est peut-être un petit frère dans l'imaginaire effectivement occidental. C'est en train d'apparaître comme un grand frère dans l'imaginaire africain, et un grand frère devient vite un patron. Donc la cause n'est pas encore entendue, l'affaire n'est pas faite. Si véritablement le Maroc se met en position de substitution aux anciennes puissances coloniales, si elle vient d'un certain point de vue faire écho aux appétits de la Turquie, de l'Inde, de la Chine a fortiori, et du Brésil, un peu en retrait depuis un certain temps, est-ce que véritablement les problèmes de l'Afrique seront réglés? Il ne suffit pas d'être un État africain du Nord-Ouest, pour être le régulateur de l'Afrique tout entière dans sa diversité et dans sa complexité. Je m'interroge. C'est-à-dire, effectivement, il peut y avoir une carte maîtresse jouée par le Maroc en Afrique qui, au nom de la commune appartenance du Maroc et des 52 autres États africains à l'Union africaine, et ça peut aboutir à
des processus de régulation sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, comme ça peut créer aussi des situations de tension. Le Maroc n'a jamais été très bien placé au sein de l'Union africaine. Les contentieux post-coloniaux et les problèmes non réglés ne sont-ils pas un obstacle infranchissable au grand dessein de Macron et de Mohamed VI? Macron s'est tellement engagé sur le dossier du Sahara occidental côté marocain qu'il accepte de facto un refroidissement de longue durée avec l'Algérie. C'est une sorte de ping-pong de l'enfer et finalement, à faire un grand dessein, on se retrouve en réalité piégé par deux nationalismes montants. Alors effectivement, l'une des dimensions, mais seulement l'une des dimensions du grand problème sahraoui, c'est la rivalité entre l'Algérie et le Maroc. Et ce jeu triangulaire presque invisible qui se construit entre Alger, Rabat et Paris. Et que quand on se rapproche de Rabat, on s'éloigne d'Alger réciproquement, ce qui pose plus de problèmes que ça n'en résout. C'est-à-dire qu'un contentieux franco-algérien qui deviendrait paroxystique risquerait de créer des problèmes autrement plus complexes que ceux que nous connaissons aujourd'hui ou qu'on a connus avant, parce qu'il y a toujours eu des tensions entre Paris et Alger, elles ont toujours été contenues. Là, je me demande si on ne risque pas de passer à une deuxième phase, une deuxième séquence peut-être plus aiguë, plus paroxystique. Mais il y a beaucoup plus que ça. La France est un membre permanent du Conseil de sécurité. Et là, ce ne serait pas la première fois. Mais est-ce que véritablement, il est raisonnable de prendre ce risque sur un dossier de cette nature et dans le contexte actuel? Alors, les pays européens sont alliés, les pays occidentaux de manière générale, et leurs peuples circulent librement dans leurs espaces. Un Français peut aller aux États-Unis, peut aller en Allemagne, etc. Peut-on vraiment être allié avec un pays dont on considère les ressortissants comme des indésirables, des criminels ou des terroristes potentiels, voire des agents du grand remplacement? La présence de Rotaillot, d'ailleurs, à Rabat est particulière. Est-ce que la question migratoire ne gâche pas en amont toute initiative de renforcement des liens des deux côtés de la Méditerranée? Mais là, on entre dans des considérations beaucoup plus générales, et je dirais d'un certain point de vue même dramatique, qui est le refus absolu, total, non seulement de la France, mais de la quasi-totalité des pays de l'Union européenne, de regarder la migration avec les yeux du XXIe siècle et du troisième millénaire. Nous sommes dans un monde globalisé. Nous sommes dans un monde qui se caractérise par de nouveaux équilibres, notamment sur le plan démographique, mais pas seulement sur le plan démographique, économique, social, culturel, qui se caractérise par la naissance partout dans le monde d'un imaginaire mondialisé. Il faut comprendre cela, c'est-à-dire nos grands-pères, arrière-grands-pères avaient un imaginaire local. Cet imaginaire local est devenu un imaginaire national et la génération qui nous suit est installée désormais dans un imaginaire mondialisé, que ce soit à Paris, à Niamey, à Rabat, à Casablanca, peu importe. Et du coup, le phénomène migratoire n'a plus aujourd'hui la configuration d'exceptionnalité, je dirais de dérogation par rapport aux vieilles théories territorialistes et souverainistes. La migration va devenir l'irrigation de l'espace mondial. إلى إخواني نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. كنتمنى يكون المقطع والفيديو قد نال الإعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بزر الإعجاب، كذلك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد القناة أول بأول. وما تنساوش تخلوا الآراء ديالكم واستفسارات ديالكم واقتراحات ديالكم أسفل الفيديو في خانة التعليقات حول ما قاله الإعلام الفرنسي عن العلاقات التي رابطت بين المملكة المغربية وفرنسا مؤخرا من خلال اتفاقيات ضخمة جدا بين المملكة المغربية وفرنسا التي تعتمد على المملكة المغربية من أجل العودة إلى إفريقيا، باعتبار المغرب عنصرا قويا داخل إفريقيا من خلال شركاته وكذلك من خلال بنوكه. كذلك يا إخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء، ونلتقى إن شاء الله في فيديو قادم أو موضوع جديد.